Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Pour cet épisode, j'ai envie de parler d'un sujet délicat, pas évident, mais en même temps très important. Et ça fait longtemps que ça me trotte en tête de le faire, et aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas. Cet épisode est destiné aux personnes qui ont récemment subi un viol ou une agression sexuelle, ou si vous êtes quelqu'un qui est proche d'une personne qui a subi un viol ou une agression sexuelle, ou voilà, que vous voulez être mieux informé sur comment naviguer et gérer la situation, cet épisode va vous aider aussi. C'est quoi le pourquoi de cet épisode ? Déjà, pour donner un peu de contexte, je suis coach en sexualité et je suis aussi certifiée en résolution des traumas. Ça veut dire que j'ai les compétences pour aider à résoudre le trauma. Ça va du trauma, on appelle développemental, de l'enfance, à du trauma complexe. C'est un métier que j'adore. Je trouve que c'est fascinant parce que j'aime aider les gens à passer du trauma à la joie. Ça fait partie de ma mission. Une chose que je déplore, c'est la très mauvaise prise en charge des personnes qui ont connu un viol ou une agression. C'est très grave. Je le sais parce que j'ai des clientes, des lectrices, des lecteurs qui me contactent à ce sujet. La prise en charge est en fait parfois ce qui va créer le trauma plus que l'événement lui-même. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre. Mais ouais, c'est nul en fait comment c'est géré. Que ce soit par la police, parfois par les thérapeutes, par les personnes qui sont en position d'autorité, parfois même par des parents, enfin, on n'y est pas. J'espère que cet épisode va contribuer à ce qu'on soit plus nombreux à savoir comment naviguer une agression, qu'elle arrive à nous ou qu'elle arrive à quelqu'un d'autre. C'est mon vœu. Et si des personnes ont besoin d'entendre cet épisode, vous pouvez leur partager. Si vous avez aussi des personnes qui travaillent dans des associations ou même des médecins ou des gens qui sont infirmiers ou dans la police, vous pouvez leur partager cet épisode et peut-être que ça peut les éclairer. Ok, c'est parti. Déjà, je vais donner le contexte de l'épisode, comme ça vous savez vraiment avec quel angle j'aborde les choses. Donc je suis coach en sexualité et en résolution des traumas. Donc ma priorité en tant que coach en sexualité, c'est de permettre à mes clientes et les personnes qui travaillent avec moi d'avoir une belle sexualité même si elles ont du trauma. C'est pas la même chose que si j'étais juste thérapeute, par exemple. Donc j'ai quand même une casquette sexo qui est importante. Et donc ça veut dire que dans ma question de résoudre le trauma, il y a aussi le fait de rester en connexion avec son corps, de rester en lien avec son corps et de ne pas être complètement séparé de son corps. Et donc c'est un angle que je vais aborder dans cet épisode parce qu'il est important pour moi. Et rares sont les personnes qui travaillent à la fois sur le trauma et la sexualité parce qu'on a comme en tête l'idée que les deux ne vont pas ensemble, alors que malheureusement, on est tous plus ou moins traumatisés, surtout si on est une femme dans cette société, surtout si on est une personne queer, surtout si on est une personne racisée. Et donc, on ne peut pas vraiment dissocier les deux, à mon sens. Et donc, c'est pour ça que, quand même, dans le fait d'aborder ce sujet, j'ai quand même ma casquette sexo qui est importante. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je n'ai pas de compétences juridiques. J'ai pris quelques cours de droit à la fac, mais je ne suis pas avocate, je ne suis pas juge. C'est pas mon truc, ok ? C'est pas mon expertise. Et donc, ce que je dis ici ne prend pas vraiment en compte le côté juridique des choses. Et peut-être j'ai envie de dire tant mieux, parce que la façon dont le viol, par exemple, est défini dans la loi française ne correspond pas à ma définition du viol en tant que coach et spécialiste. Donc,
Ce que je dis là, c'est à croiser, on va dire, avec des éléments juridiques. Voilà, donc dans vos démarches, faites attention à ça. Et la troisième chose, c'est que quand un événement vient d'arriver, on ne parle pas de trauma. On parle d'un traumatisme, on parle d'un choc, mais le trauma, en fait, c'est ce qui est résiduel. C'est ce qui va rester au fil des semaines, des mois, des années. C'est ce sur quoi je travaille avec mes clientes. C'est du trauma résiduel qui parfois a été là depuis 5, 10, 20 ans, ou bien quelques mois. C'est pas exactement le même processus quand on travaille avec un trauma résiduel qu'avec quelque chose qui vient d'arriver. Et l'idée avec cet épisode, c'est de vous expliquer comment éviter d'avoir du trauma résiduel, comment éviter d'avoir du trauma qui reste dans le corps après que vous ayez subi une agression. Parce que ça peut être évité. Et c'est là que je vais vous donner un peu d'espoir. C'est que peu importe ce qui vous est arrivé, peu importe le mal qu'on vous a fait, peu importe, ça ne vous définit pas. Ça ne change pas votre essence, ça ne change pas qui vous êtes. Ça met une empreinte par-dessus qui vous êtes et c'est quelque chose qui peut s'enlever. Et idéalement, si on agit assez tôt, cette empreinte ne peut jamais se déposer. Et en fait, vous pouvez soit diminuer le trauma résiduel qui va rester, soit ne pas en avoir du tout. Mais bon, ça demande une prise en charge assez rapide, donc c'est pas une promesse que je peux vous faire. Ce que je peux vous dire, c'est que, s'il y a du trauma résiduel, il peut se soigner. Parce que moi, c'est ce que je fais tout le temps. Ça peut être très doux, c'est très faisable, donc il n'y a pas de souci. Donc si vous écoutez ce podcast et que vous avez vécu quelque chose il y a des années, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de fatalité, ça peut se libérer. Deuxième chose, si quelque chose vous est arrivé très récemment, vous pouvez éviter que le trauma s'installe dans le corps et je vais vous expliquer comment. Parce que le trauma, c'est quoi? Une des définitions que j'aime bien, c'est que c'est une peur de mourir emmagasinée dans le corps. Et en fait, très souvent, c'est que le corps n'a pas pu processer, on va dire, une émotion qui était tellement grosse. C'est comme si on avait inondé le système. Donc comme si votre corps, c'était un vase ou un verre et il débordait. Et donc tellement il déborde, il peut pas gérer. Et soit il va se mettre en shutdown complet, soit il va se dissocier, enfin il va faire quelque chose, mais en tout cas, il peut pas gérer. C'est là qu'on a du trauma. Et donc nous, on va essayer d'arriver un peu en amont de ça et voir comment on peut naviguer. Ok? Si vous avez des questions sur ça, vous pouvez toujours m'écrire. Vous pouvez m'écrire sur Instagram, lyviasairo, Livia Quero, ou par email à hello@liviaquero.com. Je réponds à tous mes messages. Parfois, je prends un peu de temps, mais je réponds à absolument tout le monde. Et je réponds personnellement. C'est pour ça que ça prend un peu de temps. Mais en tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire. Ok, maintenant on y va. La première chose que je veux dire, c'est que ton corps sait si ses limites ont été dépassées. Ton corps sait si tu as été agressé. Ton corps sait si tu as été violé. Ton corps sait. Même si quelqu'un à qui tu raconterais l'histoire pourrait porter du doute dessus, même si on te dit «Ah, mais t'es sûr», même si on te demande de justifier, sache que tout ça, ça n'enlève pas le fait que tu sais, que ton corps sait. Il me vient en tête un épisode où c'était un médecin qui m'a fait me sentir très mal à l'aise. J'étais complètement dissociée sur le moment. Je me disais non, mais j'ai inventé. C'est pas ça qui s'est passé. Mais en même temps, j'avais la nausée. J'étais mal à l'aise, j'étais nauséeuse, j'avais envie de un peu vomir et j'étais choquée. Et ça, c'était le signal que quelque chose d'étrange s'était passé. Ensuite, j'en ai parlé à mon compagnon notamment. Il s'est beaucoup énervé pour moi. Il a validé mon expérience. Ça m'a beaucoup aidé. Et donc ça, c'est l'un des points dont je vais parler tout à l'heure. D'avoir quelqu'un qui valide votre expérience, ça aide énormément parce qu'on peut douter de soi. Mais j'ai envie de vous dire, peu importe la base, votre corps sait si quelque chose s'est passé et que vous ne vous êtes pas senti en sécurité, si vous êtes senti trahi, si vous êtes senti blessé, si vous avez une réaction du corps comme une nausée, si vous vous êtes senti tétanisé, piégé, agressé, violé, c'est tout ce qui m'importe comme information. C'est ce qui se passe au niveau du corps. Votre corps sait ce qui s'est passé. Votre corps sait que, quelque part, votre espace physique a été mis à mal, on va dire. Et donc ça me suffit. Et donc je vais même pas vous dire que je vous crois, parce que j'ai pas besoin de vous croire. Vous savez. Donc moi, à partir du moment où vous savez, j'ai même pas de croyance à poser là-dessus. Vous savez ce qui s'est passé. C'est tout ce qui me va. Je vais pas dire que je le crois, parce que le croire voudrait dire qu'il y a une possibilité que je doute et que je ne crois pas. Or, ce n'est pas le cas. Votre corps sait, vos sensations ne mentent pas. C'est tout ce qui m'importe. Moi, personnellement, en tant que coach. C'est la première chose.
pour moi, c'est ce que j'aimerais vous transmettre aussi. Votre corps ne ment pas. Votre corps sait que quelque chose s'est passé. Peu importe comment ça pourrait être interprété, peu importe ce qu'on essaie de vous dire, de ne pas vous dire, votre corps a la connaissance de ce qui s'est passé. Ok? Ensuite, on ne peut pas effacer ce qui est arrivé, malheureusement. Et je suis vraiment désolée pour ça. Je suis vraiment navrée que vous ayez eu à subir ça. C'est complètement injuste. Et mon vœu le plus cher soit qu'on arrive un jour à avoir un monde où ça n'arrive plus, où tous les corps sont respectés. Malheureusement, on ne peut pas effacer ce qui s'est passé, mais on a les outils techniques, scientifiques, pour faire en sorte que ça ne détermine pas le reste du cours de votre vie. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, voici des conseils pour une prise en charge à court terme, s'il y a eu agression ou s'il y a eu viol, qui peuvent être utilisés aussi à long terme. Mais en particulier, plus on applique ces choses tôt, moins il y a des chances qu'il y ait du trauma résiduel. Et ça compte aussi si vous avez des jeunes personnes, des enfants ou des adolescents qui ont vécu quelque chose de difficile, vous pouvez les accompagner sur ce que je vais vous partager là. Ça aide énormément. J'ai des personnes qui viennent vers moi et qui me disent que voilà, il s'est passé des choses, notamment pour leurs enfants, et ils savent pas trop comment gérer. Je leur dis la première chose qui peut faire vraiment une différence, c'est la prise en charge dès le début. Et idéalement, vous pouvez le faire, mais si c'est pas possible, si c'est un peu tard, il n'y a pas de souci. Ce sont des choses qu'on peut toujours appliquer sur la durée. Ok. Mais je veux juste réitérer le fait que s'il y a possibilité de mettre en œuvre des choses au début, c'est encore mieux. Voilà. Donc, quand on vient d'avoir subi une agression, il peut y avoir dans le corps l'envie, une espèce d'urgence en fait, une fuite, que passer à autre chose, vite, 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 vite. Et malheureusement, ça peut nous mener à faire des choses qui sont pas forcément bonnes pour nous. Par exemple, j'avais une lectrice qui me disait que elle avait malheureusement été violée et que elle essayait de faire l'amour avec son partenaire en se disant que peut-être qu'en faisant l'amour, ça effacerait le viol. Je dis malheureusement, ça fonctionne pas vraiment comme ça parce que là, tu veux effacer ce qui s'est passé et je peux le comprendre, mais si c'est pas totalement dans le consentement de ton corps et si tu le fais pour autre chose que le plaisir, ça peut aussi avoir des conséquences négatives. Donc je comprends tout à fait l'envie de passer vite à autre chose. Je la comprends et je l'honore et ça fait complètement sens. Maintenant, dans les faits, on va pas forcément chercher à soigner quand quelque chose vient de se passer. Ce qu'on va chercher à faire, c'est stabiliser le système nerveux. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Quand votre corps a eu un choc, il est un peu en panique parce qu'il n'est pas dans son état où il se sent en sécurité, il se sent pas relaxé. Et donc il va avoir, disons, deux réactions principales. Soit il va être en freeze, ça veut dire qu'il va être en tétanie, il va être dissocié, vous allez avoir du mal à faire des mouvements, bouger, parler, et ce, peut-être même des jours après. Soit il va être en fuite. Dans ce cas-là, on veut passer à autre chose rapidement, on se met dans notre vie, dans notre quotidien, on veut oublier ce qui s'est passé. Et dans ces deux cas, on n'est pas en train de libérer forcément ce qui s'est passé. On veut passer à autre chose ou bien on veut ne pas ressentir. On veut se déconnecter. Ça fait sens. On n'a pas vraiment envie de vivre pleinement ce qui est en train de se passer en ce moment. Et c'est pas ce qu'on va chercher à faire non plus. Et donc du coup, la première chose qu'on va essayer de faire, c'est stabiliser le système nerveux et revenir à un endroit à peu près régulé, du mieux qu'on peut. Une espèce d'endroit d'homéostasie qui est à peu près régulé. Et voici ce qu'on va faire pour ça. La première chose, ressourcer le corps. Alors, c'est quoi la ressource? L'outil principal qu'on a pour nous soigner, c'est en fait notre cerveau, c'est notre imagination. Et donc, se ressourcer, c'est se connecter à quelque chose qui fait du bien, ne serait-ce que par le pouvoir de l'imagination. Alors, on peut le faire physiologiquement aussi, mais là, je parle surtout de la ressource grâce à l'imagination. Et donc, vous allez imaginer, par exemple, un lieu où vous vous sentez en sécurité, un animal qui vous fait du bien. Si vous croyez en Dieu, vous pouvez appeler Dieu ou une divinité. Si vous êtes connecté à vos ancêtres, vous pouvez appeler un ancêtre. Vous pouvez appeler la nature. Quelque chose, en fait, qui va vous permettre d'être dans cet instant en vous sentant soutenu. Et donc, ressourcer le système nerveux, ça veut dire le connecter à quelque chose d'agréable, qui fait du bien. Et donc, s'il y a un peu de frise et on est un peu tétanisé, ou s'il y a de la fuite et on veut juste passer à autre chose, cette ressource peut nous permettre de juste se dire, OK, je suis ici, je suis maintenant, je suis soutenu. Donc, vous pouvez réfléchir à quelle ressource est soutenante pour vous. Vous
pouvez le faire avec l'imaginaire, vous pouvez aussi le faire avec la nature concrètement. Par exemple, moi j'aime bien aller à la mer. Ça peut être jouer avec des animaux, ça peut être manger des fruits qui vous font du bien. Juste arriver à un endroit où c'est assez stable. Vous pouvez vous ancrer, donc marcher les pieds dans l'herbe, marcher dans le sable. Ça ne nous empêche pas de libérer des choses. Par ailleurs, je vais vous expliquer comment tout à l'heure. Mais la première chose qu'on va chercher à faire, c'est stabiliser. On va pas chercher à soigner, on va pas chercher à réparer, on va pas chercher à nécessairement, entre guillemets, aller bien. On va juste essayer d'être là. Donc la ressource, vous pouvez aussi la faire en vous connectant à une partie de votre corps qui est stable et qui vous fait du bien, si ce n'est pas trop challengeant. Si c'est trop challengeant, c'est pas grave. Gardez les ressources imaginaires. Mais si c'est possible, vous pouvez vous connecter à une partie du corps qui peut être aussi loin du centre, qui peut être au niveau des mains, des pieds, le front, le nez, plutôt que proche des endroits qui sont un peu délicats pour vous. Donc, se connecter à ses mains, se connecter à ses pieds, ça peut faire beaucoup de bien. Donc la première chose qu'on va faire, c'est ressourcer le système nerveux pour qu'il ait une base de stabilité et de capacité pour pouvoir naviguer ce qui est pour lui une énorme difficulté, un énorme choc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va du mieux possible essayer de penduler. Penduler, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de passer d'une émotion négative à une émotion positive. Et si on veut dans l'autre sens aussi, d'une émotion positive à une émotion négative. Ça peut ressembler à quoi? Donc par exemple, maintenant, vous savez vous ressourcer. Super. Juste penser à quelque chose qui fait du bien, voir ce que ça fait au niveau du corps. Disons que vous avez une émotion forte qui vient par rapport à ce qui s'est passé. Peut-être que c'est de la colère, peut-être que c'est de la honte, peut-être que c'est de la tristesse. Il y a une émotion forte qui vient. On ne va pas fuir l'émotion, on ne va pas étouffer l'émotion, on va essayer du mieux possible de la vivre parce que c'est notre corps qui fait son processus de libération, on va dire. Par exemple, si voilà, vous êtes en colère, vous avez envie de crier, vous avez envie de taper des murs, enfin vous faites pas mal. Mais en tout cas, s'il y a des choses qui veulent remonter, vous pouvez les laisser faire. Et ensuite, vous pendulez vers de la ressource. Et ensuite, vous allez ressourcer. Parce que sinon, le risque, c'est de rester dans l'intensité et la difficulté. Et ça peut nous faire spiraler et potentiellement nous retraumatiser. Et donc, quand il y a des émotions fortes qui viennent, c'est OK de les écouter, c'est OK de les faire circuler, c'est OK. Enfin, c'est même pas OK, c'est ce qu'il faut faire en fait. Toujours coopérer avec le corps. Ensuite, on va penduler vers quelque chose d'agréable. Donc, on va toujours essayer d'équilibrer l'intensité avec une certaine douceur. Toujours équilibrer l'intensité et la douceur. C'est ça qui permet de rendre le chemin faisable et de le naviguer. Et vous pouvez le faire aussi dans l'autre sens. Si à un moment vous sentez que vous êtes bien ressourcé, vous sentez que là vous arrivez à être là à l'instant T, vous pouvez aller visiter les émotions qui sont liées à cette agression et voir ce qui veut remonter. S'il y a de la colère, de la tristesse, de la honte, vous pouvez les laisser s'exprimer. Et ça peut s'exprimer par des pleurs, des cris, l'envie de se rouler en boule, l'envie de se cacher. Peu importe ce que le corps fait, on le laisse faire. Il y a un exercice qui peut faire beaucoup de bien, c'est de pousser un mur, par exemple. Donc, si vous avez de la colère et vous êtes agacé, vous pouvez vous mettre face à un mur, un pied devant l'autre et juste pousser. Vous pouvez pousser des cris aussi. Et quand vous avez fait ça quelques minutes, hop, vous allez vers la ressource. On va toujours essayer de, voilà, intensité, douceur, intensité, douceur. Les deux sont importants en fait. Les deux sont importants parce que à la fois, on veut être stable. Donc c'est ce que je vous ai dit, c'est vraiment l'objectif principal, c'est de stabiliser le système nerveux. Et à la fois, on ne veut pas non plus ignorer les émotions qui sont là et les mettre de côté. Alors, le meilleur moyen de pouvoir faire ces deux choses-là, c'est d'osciller entre les deux. Comme ça, on peut le faire en étant en sécurité. Ok. Ici, vous notez bien que je parle d'émotions et de sensations. Je ne parle pas d'aller revisiter les événements et les souvenirs, et je ne parle pas de les raconter. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, il y a un risque de retraumatisation. Si vous replongez dans les souvenirs, spécifiquement ce qui s'est passé, ou si vous racontez les souvenirs, pour votre cerveau, ça peut faire comme si ça se passait de nouveau. Donc c'est quelque chose qu'on va éviter. Parfois, c'est pas évident de l'éviter. Forcément, quelque chose s'est passé il y a pas longtemps. On peut avoir tendance à se remettre les choses en boucle et se dire mais qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça, etc. C'est pas évident de pas replonger dans les souvenirs. Mais mon invitation pour vous, c'est quand vous avez la sensation que vous voulez aller dans le détail des souvenirs ou que quelqu'un vous demande de raconter, c'est mieux de descendre un peu dans le corps et d'aller dans les émotions et la sensation. Dire je suis en colère, j'ai honte,
plutôt que il s'est passé ça, ça, ça. Pourquoi? Parce que les émotions, les sensations, comment expliquer? On est dans un niveau plus profond qui n'est pas soumis à autant d'interprétations. Par contre, si vous allez dans l'histoire, c'est comme si vous refaisiez le corps vivre la même histoire. Et ça, c'est quelque chose qu'on va éviter. Et c'est la même chose. Si vous avez un thérapeute qui vous demande de raconter, un membre de la famille qui vous demande de raconter, etc., évitez. Dites que vous ne voulez pas ou vous ne vous sentez pas à l'aise. Parce qu'en fait, certaines personnes vont nous dire ou croire, hein, sans vouloir faire du mal, que raconter un événement traumatisant aide. Ce n'est pas le cas. Ça n'aide pas particulièrement. Et ce n'est pas nécessaire non plus pour aller bien. Ce qui aide, c'est compléter ce qu'on appelle le cycle du stress, c'est-à-dire aller au bout des émotions. Mais raconter, ce n'est pas nécessaire. Vous pourrez raconter quand ça ne vous déclenchera pas et quand ce sera stable. Quand la chose sera libérée, vous pourrez raconter sans problème. Donc je ne dis pas d'ignorer cette part de votre histoire parce que voilà, mais quand ça vient d'arriver, raconter, c'est pas l'idéal. Je pensais en parler tout à l'heure, mais en fait je vais le dire maintenant. Dans le cadre d'une enquête, par exemple, juridique, où vous devez raconter les faits, malheureusement, on ne peut pas trop éviter. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'être très bien ressourcé quand vous racontez, donc de vous préparer de façon à éviter toute traumatisation et, si possible, d'être accompagné par quelqu'un qui vous soutient. Et quand vous racontez, j'aurais même pas forcément été très rapidement, j'aurais rassemblé, bon, encore une fois, je ne suis pas avocate, donc allez vérifier ça, mais j'aurais surtout rassemblé toutes les preuves que j'ai, toutes les possibilités que j'ai. J'aurais été voir un médecin, j'aurais fait tout ça, j'aurais rassemblé les preuves. Je me serais ressourcée, j'aurais stabilisé le système nerveux. J'aurais fait ce premier cycle d'émotions-là d'abord. Et ensuite, j'aurais été voir les forces de l'ordre. C'est ce que moi j'aurais fait. Peut-être que c'est pas un bon conseil juridiquement, mais en termes de système nerveux, c'est ce que j'aurais fait. Et une fois que vous avez été à la police, par exemple, raconter votre histoire, vous pouvez refaire la même chose, ressourcer de nouveau et aller dans l'émotion de nouveau parce que c'est possible que le fait d'avoir été à la police vous crée des émotions. Donc vous pouvez explorer ces émotions-là aussi. Donc penduler, encore une fois, intensité, douceur. Ok? Ça, c'est la chose importante. Si vous arrivez à faire ça, c'est pas mal. C'est vraiment déjà très, 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 très bien. La troisième chose qui est très importante, j'aurais pu la mettre en premier, mais j'avais envie que vous ayez déjà des ressources que vous pouvez gérer seul. Donc la ressource et la pendulation. La troisième chose, c'est de pouvoir co-réguler avec des personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des personnes autour de vous qui vous donnent du soutien, qui vous donnent de l'amour, qui vous font vous sentir en sécurité, à qui vous n'avez rien à justifier, rien à expliquer, qui peuvent juste être là pour vous, avec qui vous pouvez juste déposer ce qui s'est passé ou raconter à la hauteur de ce qui est confortable pour vous ou bien juste dire vos émotions. En tout cas, un endroit où vous pouvez juste vous relâcher. Et c'est très important, pourquoi? Parce que comme je disais au tout début, parfois on doute de nos sensations corporelles. Il va se passer quelque chose et parce qu'on est dans une culture qui est comme ça, qui blâme les victimes, malheureusement, on va tout de suite se dire, mais est-ce que c'est bien ce qui s'est passé? Est-ce que je me trompe? On va souvent donner le bénéfice du doute à la personne qui nous a fait du mal. Souvent, c'est un homme, 95% des cas, c'est un homme. Et comme on est dans une société qui va plus vouloir protéger les hommes que les victimes, par exemple, dans le cas de ce médecin qui m'a mis mal à l'aise, la première chose que je me suis dit, c'est non, mais quand même, c'est un médecin, je peux pas projeter ça sur lui, quoi. Je peux pas me dire que c'est un gars dégueulasse. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc parfois on a ce réflexe-là, mais c'est pas votre faute, c'est parce qu'on est dans une société qui est comme ça, qui va plus facilement blâmer les victimes que responsabiliser les agresseurs. Et donc, dans ce contexte-là, c'est très important d'arriver à écouter votre corps et vos sensations. Et c'est plus facile si vous avez quelqu'un avec vous qui est là, quoi, qui soutient, qui encourage, qui vous rappelle qui vous êtes, qui vous rappelle que vous avez de la valeur, qui vous rappelle que vous êtes importante, qui vous donne cet amour, qui est là de votre côté, qui fait ce qu'il faut, qui passe à l'action. Voilà quoi, quelqu'un qui est capable de vous accompagner là où vous devez aller. Une personne suffit. Et je vais vous dire un truc, c'est plus important d'avoir une seule personne qui est comme ça que plusieurs. Et parmi ces plusieurs-là, il y en a qui doutent. On va vraiment éviter d'avoir des personnes autour de nous qui ne sont pas un soutien inconditionnel. C'est pas le moment là. On peut pas gérer ça. Et donc, l'une de mes recommandations, ce serait de vous éloigner de toute personne qui ne vous donne pas un soutien inconditionnel. Ça me fait penser à une histoire que j'avais lue. Une femme, malheureusement, sa fille avait été agressée par son mari. Et quand sa fille lui a dit
Elle est passée à l'action directe. Il n'y a même pas eu de questions. C'était OK. Elle a fait ce qu'il fallait. Elle est chercher l'enfant à l'école. Elle a appelé la police. Elle a tout fait. Et en fait, quand elle raconte son histoire, c'est ça que j'ai observé. Comme on dit en anglais, ride or die. Je suis de ton côté, sans discussion. Je réfléchis même pas. Idéalement, si vous avez quelqu'un comme ça, c'est super. Si vous l'avez pas, c'est OK aussi. Dans le sens où, comme je disais, à choisir, c'est mieux de ne pas avoir de personnes qui vous soutiennent pas. Donc, si vous avez quelqu'un qui vous soutient, c'est super. Et on va éviter d'avoir qui que ce soit dans votre entourage qui n'est pas dans un soutien inconditionnel. Parce que sinon, c'est chiant. C'est chiant, franchement, c'est chiant. Vous savez pas à gérer ça. Là où le soutien aussi est très important, c'est que malheureusement, dans les cas d'agression, on peut avoir de la honte et de la culpabilité. Parce qu'une part de nous va se dire qu'on aurait pu l'éviter. Je ne sais pas si c'est une réaction humaine, je ne sais pas si c'est le patriarcat qui nous fait nous remettre en question alors qu'on a été agressé. Mais en tout cas, c'est très probable qu'il y ait de la honte ou de la culpabilité qui viennent. Et je vais vous dire que si ça arrive, c'est normal. Ne vous en voulez pas. C'est juste que forcément, quand quelque chose de grave arrive, on se dit putain, si j'avais pu l'éviter. Et là où avoir des personnes autour de vous qui vous soutiennent, qui vous donnent de l'amour, qui sont là avec vous, aide, c'est parce que ça diffuse la honte. La honte est très liée au regard qui est porté sur nous. Et donc, si le regard est négatif, la honte va s'amplifier. Mais si le regard est bienveillant, la honte va se diminuer. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Et je vais me répéter, c'est pas grave. Si vous avez une seule personne, c'est top. Si vous n'avez personne, c'est mieux que d'avoir des gens négatifs. Ok? Et ces personnes-là peuvent être de votre entourage, mais ça peut être aussi une assistante sociale qui est très bienveillante, ça peut être aussi un médecin, une avocate, quelqu'un qui est dans le processus avec vous, ça peut être votre thérapeute, ça peut être aussi des forums, ça peut être tellement de pistes possibles. Donc, ne vous découragez pas si en m'écoutant vous vous dites «Oh my God, j'ai personne». Vous pouvez trouver cette ressource, mais rappelez-vous que je vous en ai donné deux avant, c'est-à-dire la ressource de votre imagination et la ressource intérieure de vous connecter à des choses qui vous font du bien et la pendulation. Et la dernière chose, qui va être d'autant plus importante si, comme je vous disais dans mon contexte, vous avez envie d'avoir une intimité plus tard, enfin c'est ce que je vous souhaite, c'est de revenir doucement dans le corps, avec du mouvement et de la respiration très doux. Une fois que vous vous sentez un peu plus stabilisé, une fois que vous sentez que les émotions ont circulé, revenir dans le corps. Et revenir dans le corps, ça peut être quelque chose de très simple, comme poser l'attention sur sa respiration. Inspirer par le nez, expirer par la bouche, et juste poser l'attention sur ça. Vous pouvez vous répéter cette affirmation, je suis ici, je suis maintenant. Et c'est l'une des affirmations d'un des archétypes que j'utilise dans les programmes. Et juste poser l'attention sur la respiration. Ensuite, quand ça c'est OK, rajoutez du mouvement doux. Alors, mouvement doux, franchement, comme vous voulez. Quelque chose qui peut faire du bien, c'est juste osciller de gauche à droite. Et ça, vous pouvez le faire en même temps que tout ce que j'ai dit avant, hein, parce que c'est des choses qui sont quand même assez accessibles. Mais ça peut être aussi difficile. Je veux dire, ça dépend de la situation, donc j'ai pas envie que... Ça, je le dis, je le mets en dernier, c'est que ça peut être difficile de revenir dans le corps, même doucement. Donc c'est pour ça que la ressource et la pendulation, je mets en premier. Mais voilà, ce qui peut faire du bien, donc on pose l'attention sur la respiration sans forcer, et on va faire du mouvement doux, et ce mouvement peut ressembler à se bercer, osciller de gauche à droite, tout simplement. Poser les mains sur les bras, se bercer d'avant en arrière, de gauche à droite. Voilà, c'est tout. Ça peut commencer comme ça. Et après, au fur et à mesure, vous pouvez faire des mouvements plus lents, des mouvements des bras, des mouvements des jambes, comme vous voulez, parce que après, les autres recommandations que je peux vous donner, pour moi, ça vient beaucoup plus tard. Par exemple, il y a du yoga qui peut être trauma sensitif, qui peut être bien, il y a du breathwork qui peut être bien, mais pour moi, ça vient après. Ça vient après. Là, dans l'immédiat, on va juste chercher à être dans son corps et le laisser bouger comme il a besoin de bouger, tout doucement, pas forcément avec de l'effort. Ça peut faire du bien d'aller dans l'eau, de vous laisser flotter, comme vous le sentez. Vraiment là, pour le coup, c'est vraiment comme vous le sentez. Du coup, je récapitule les 4 points que j'ai dit. Le premier, c'est se ressourcer, donc se connecter à quelque chose qui nous fait du bien, dans l'imaginaire ou dans la vie réelle. Deuxièmement, c'est penduler entre l'émotion et la ressource. L'émotion et la ressource. Les deux sont importants, les deux nous aident. Donc,
Aller dans l'émotion, ça nous aide à compléter ce qu'on appelle nos cycles du stress. Donc ça nous aide à dire à notre corps que ça y est, le danger est parti, on peut ressentir ce qu'on doit ressentir. Et en même temps, on ne veut pas rester dans l'émotion, et donc on va retourner dans la ressource et dans l'apaisement. Et donc on pendule. Troisième, être entouré de personnes qui vous soutiennent et qui vous veulent du bien. Et quatrième, du mouvement doux et lent du corps et une reconnexion à la respiration. Voilà, c'est déjà pas mal. Ok? Je voulais faire un épisode court, mais visiblement, c'est pas ce qui est prévu. Donc, mais je préfère me répéter et que ce soit clair. Ok, comme ça, et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Je vais juste finir en vous rappelant ce qu'il est important d'éviter de faire quand vous venez d'avoir une agression. Premièrement, pour rappel, vous n'allez pas raconter en détail ce qui s'est passé. Vous n'avez pas à le faire. Sauf peut-être dans le cadre juridique. Mais si vous pouvez éviter de raconter, c'est beaucoup mieux pour éviter toute retraumatisation. Première chose. Deuxième chose, s'éloigner ou limiter l'accès à vous, à toute personne qui pose le doute sur ce que vous avez vécu et qui vous demande de vous justifier ou qui questionne votre expérience. On n'a pas le temps. Franchement, on n'est pas sur ça, on n'a pas le temps pour ça. Là, vous avez besoin de personnes qui valident votre expérience, pas de personnes qui vous demandent de vous défendre. Et donc, si vous devez prendre de la distance, prenez de la distance. Ensuite, troisièmement, si vous êtes prise en charge par un ou une thérapeute, assurez-vous que ce thérapeute est trauma informé ou qu'il sait naviguer le trauma. Sinon, vous pouvez demander à être référé à quelqu'un d'autre. N'hésitez pas, hein. Vous pouvez dire voilà ce qui m'est arrivé, je voulais savoir si vous êtes habilité à m'accompagner ou si c'est mieux que je sois référé. Je dis ça parce que parfois, on suppose que tous les thérapeutes, les psys, etc. sont formés au trauma. Ce n'est pas le cas. Malheureusement, c'est pas le cas. Et certains psys, je le sais parce que j'ai des gens qui viennent se plaindre dans mes commentaires pour me dire que certains psys leur ont demandé, leur ont fait vivre des choses pas évidentes. Et donc, clarifiez ça avec votre thérapeute ou votre psy. Tout simplement, voici ce qui m'est arrivé. Je me demande si vous êtes habilité à m'accompagner ou si je dois être référé à quelqu'un d'autre. Simple. Ma recommandation, ce serait de pas forcément aller tout de suite dans des thérapies type EMDR, de soins, etc. Parce que ça peut être très activant et pas forcément stabilisant. Et donc j'aurais plutôt cherché à stabiliser, à se sentir déjà mieux émotionnellement dans sa peau et dans son corps. Et après, un petit peu plus tard, potentiellement faire de l'EMDR ou quelque chose comme ça. Et pour répéter, si vous devez avoir accès à la justice ou à la police et que vous devez raconter, j'aurais pris toutes les preuves au préalable, tout ce que je peux, possible. Et j'y serais allée en étant bien ressourcée et idéalement accompagnée. Malheureusement, les policiers, les gendarmes et parfois les personnes dans les hôpitaux, la médecine ne sont pas trop informés. Et du coup, ne vont pas forcément faire des choses qui vont dans le sens d'apaiser votre système nerveux. C'est pas la casquette qui porte toujours. Et voilà. C'était beaucoup, je sais que ça fait beaucoup. La priorité, c'est prendre soin de vous. La priorité, c'est prendre soin de vous et vous sentir présent, là, soutenu, co-régulé avec la nature, co-régulé avec des gens qui vous soutiennent. Et ça va le faire, ça va aller. Si vous écoutez cet épisode et que vous avez vécu un viol ou une agression il y a un peu plus longtemps, donc pas dans l'immédiat, vous pouvez peut-être bénéficier de rejoindre mon groupe d'accompagnement, ça s'appelle Diva le Temple. C'est un accompagnement qui mêle sexualité sacrée et résolution des traumas. Pour l'instant, les portes ne sont pas ouvertes quand je enregistre le podcast, mais vous pouvez soit m'écrire et je vous donnerai les informations, soit vous pouvez vous abonner à ma newsletter à liviakero.com/message et je vous dirai une fois que c'est ouvert. Ensuite, j'ai quelques places en coaching privé et ça, vous pouvez les voir à liviakero.com/diva-coaching. Donc, si vous avez envie d'un soutien qui soit de proximité, qui soit personnalisé, qui soit par moi personnellement, alors le coaching privé peut être intéressant pour vous. Et petit rappel que si vous avez besoin, vous pouvez toujours m'écrire sur Instagram ou par email. On mettra tous les liens dans les notes. Voilà, je vous envoie plein de douceur, un grand câlin virtuel, si j'ai votre consentement. Et un petit rappel que ce qui vous est arrivé n'est pas votre identité. Ce n'est pas qui vous êtes. C'est quelque chose qui est arrivé, qui a pu poser une empreinte sur vous, sur votre vie. Et cette empreinte, elle peut être libérée. Ok ? D'ailleurs, en fait, ça m'aiderait beaucoup que vous m'écriviez et que vous me disiez si cet épisode vous a aidé. J'aimerais bien savoir, voilà, son impact et s'il a pu faire une différence pour vous. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!